Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Si vous l'avez loupée, ça vaut le coup d'aller la regarder. Je vous la remets en haut à droite et vous avez ma représentation spéculative du marché sur les 6 à 7 prochains mois. Pourquoi je le vois, comment je le joue, pourquoi je le joue et debout sur la table, soit dit en passant. Donc si vous avez loupé cette vidéo, je ne la referai pas ici. Je vous invite à mettre pause, la regarder et revenir sur cette vidéo. On va parler bien évidemment de Donald Trump. Et si j'avais quelques doutes sur les quelques semaines précédentes par rapport à ces cassures, notamment de range, et on se retrouve aux alentours des 84 000, 85 000, 83 000 dollars, peut-être 82 000 dollars avec de la volatilité, je n'ai plus quasiment aucun doute sur le fait que Bitcoin sera bel et bien au-dessus des 200 000 dollars dans les 6 à 7 prochains mois. Je vous explique tout ça dans cette vidéo. Vous n'êtes pas obligé de me suivre, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais à ce moment-là, je répondrai quand même à 2 commentaires pas très sympathiques. Mettez-moi plutôt des réponses par rapport à une thèse ou une hypothèse. Et je rappelle que toute thèse et hypothèse ne sont, jusqu'à preuve du contraire, que des mensonges. Vous le jouez, c'est pas au moment où vous le constatez qu'il faut le jouer. Ce sera trop tard pour le jouer, hein. C'est toujours la même chose. Donc soit vous suivez ces thèses et ces hypothèses, si vous ne les suivez pas, mettez tout simplement, vous, vos propres hypothèses. Et si vous êtes baissier, à ce moment-là, bah, bon courage pour le jouer, puisque là, c'est plus trop le moment, soit dit en passant, de le jouer, que ce soit sur Bitcoin ou sur l'ensemble des cryptoactifs, puisqu'on est quand même assez bas actuellement sur les marchés. Ça va se retourner fort. Je vous explique tout ça dans cette vidéo. On commence maintenant. Mais juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi. Trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme ou très long terme, plutôt investisseur. Et on travaille sur des hypothèses de marché et je vais vous l'exprimer aujourd'hui. On commence tout de suite avec Donald Trump. Parce que pour le coup, c'était quand même la raison pour laquelle on a fait quelque chose hier et qu'on s'est couché tard pour la plupart d'entre nous. Bon, ce tableau, je vous mettais n'importe quel synonyme derrière, c'est un ramassis de bullshit. Mais ce mot-là, c'est pas très cool. Parce qu'en réalité, ça ne veut pas dire qu'il va pas l'appliquer. Il va l'appliquer. Donc, si vous faites une photographie du marché à l'instant T et que vous revenez sur les 100 dernières années, tout a été pricé. Il n'y a plus rien à attendre actuellement du marché par rapport à son cours. Si vous regardez Bitcoin par rapport aux informations que vous avez obtenues hier ou sur les 100 dernières années, c'est dans le cours. Tout est pricé. Donc, ce qu'il va falloir faire maintenant, que vous utilisez des scénarios contrariens, que vous suivez des narratifs baissiers ou des narratifs très haussiers, c'est plutôt ce qui va se passer dans un futur plus ou moins proche qu'il va falloir jouer, puisque le marché devrait également le pricer. Et il va le pricer très probablement avant la fin du mois. Et si j'ai tort, au moins je le serai assez rapidement. Et j'agirai en fonction des informations que j'ai. Mais tout ce qui se passe entre maintenant et la fin du mois, je recharge mes crypto-monnaies, je recharge sur des points clés et actuellement, je ne peux pas le faire puisque je suis encore trop élevé sur beaucoup de mes crypto-monnaies, notamment celles que j'ai pris des 110 tout au long de l'année 2023 et 2024. Si vous regardez ce tableau très précisément, c'est pas forcément le plus important. Le plus important, ça a été ce qu'il a tout de suite proposé au début de son discours. Ceci. Ceci, c'est quoi? Je ne sais pas combien de pages, peut-être 900 pages, 1200 pages d'informations dirigées, tronquées, modifiées, manipulées. Encore une fois, on fait dire ce qu'on veut aux chiffres. Je vous explique juste quelque chose, puisqu'il y a eu quelque chose de visuel et quelque chose qu'on doit lire entre les lignes. Et je vais vous le résumer en fait en l'espace d'une phrase. Ce qui nous a montré, par rapport aux tarifs douaniers, je prends un exemple par rapport à l'Europe, 39% de taxes douanières imposées par l'Europe aux Américains. Ça vient d'où ce truc, 39%? Le truc le plus bullshit. Et si vous regardez toutes les taxes douanières, je peux vous garantir qu'il n'y a personne qui impose 97% sur l'ensemble des produits américains, ou 10% ou 20% ou 50%. Je vous le dis, en termes européens, la moyenne de taxes douanières qui sont imposées aux Américains, c'est de l'ordre de 2,5 à 5%, en fonction des pays. Et je peux vous garantir qu'en France, on n'est pas forcément les plus durs avec les Américains, ou les Allemands ne sont pas forcément les plus durs avec les Américains. Donc ça sort d'où ces 39%? Je vais vous le résumer. Vous prenez n'importe quel produit que vous avez en face de vous. Moi, je vois par exemple un produit anti-moustique, je me suis fait piquer par un moustique. À l'intérieur, il y a peut-être un produit chimique phytosanitaire qui n'est pas accepté sur le sol européen ou qui peut être considéré comme dangereux par les Européens. Donc ce produit-là va être peut-être taxé aux alentours des 15-20%. Donc il n'est pas refusé, il est taxé pour pouvoir prévenir, financer de la recherche, financer des traitements, financer
Des choses pour dire si oui ou non ce produit peut être propre à la consommation, pas propre à la consommation, je ne sais pas. Donc vous allez imposer un droit de douane dessus. Et derrière, vous allez rajouter ce qu'on appelle, c'est quelque chose d'assez incroyable, vous le connaissez bien, mais Donald Trump, il ne le connaît pas bien puisqu'il n'en a pas chez lui, ce qui s'appelle la TVA. Et c'est 39%, c'est très exactement un produit, bœuf américain, phytosanitaire, industriel, j'en sais rien, prenez ce que vous voulez. Vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez, et vous ajoutez 22% de TVA si vous êtes au Portugal, ou vous ajoutez les 20% de TVA si vous êtes en France. Et Donald Trump nous explique que c'est pas aux Américains de payer la TVA. Ah ouais. En fait, je vous explique ce qu'il aimerait, en fait, Donald Trump. C'est que la TVA lui revienne. Ça veut dire que vous allez acheter un iPhone. Vous l'achetez 1 000 euros. Vous avez la marge d'Apple de 500 euros. Et vous avez 200 euros de TVA. Et bien, ces 200 euros, ça doit revenir aux Américains. Ok, bon. Vous avez compris en quoi c'est une bullshit attitude. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas, en fait, mettre en place des tarifs douaniers restrictifs pour l'ensemble du monde. Aujourd'hui, si on fait un calcul très simple, 77 milliards de dollars qui viennent dans les poches fédérales américains par rapport aux tarifs douaniers. S'il impose tout ça, on fait un calcul bête et discipliné, c'est entre 700 et 800 milliards de dollars. Très loin pour les baisses d'impôts imaginées de l'ordre de 2000 milliards de dollars qui avaient été promis lors de l'investiture de Donald Trump, ou en tout cas avant son investiture. Donc, il aimerait récupérer entre 700 milliards et 800 milliards. Je vous le dis, il n'y arrivera pas à les récupérer. Mais c'est pas ça en fait qu'il cherche. Ce qu'il cherche, c'est infléchir un mouvement, une tendance, un modèle, qui on en avait déjà parlé lors du live de la semaine dernière, un modèle mondialiste qui ne fonctionne pas. Alors ce modèle mondialiste, et ça ne fonctionne pas pour lui, mais ça fonctionne aussi pas pour nous. Est-ce que depuis le début des années 2000, vous vous sentez mieux, plus riche, plus gâté, plus serein, plus tout ce que vous voulez? Donc si la réponse là, c'est maintenant non, si depuis les 20-25 dernières années, vous vous sentez pas plus riche, mieux, plus comblé, plus éveillé, plus élevé, plus tout ce que vous voulez, c'est que ce modèle qui a été construit, tel une entente entre les États-Unis, l'Europe et la Chine, ne fonctionne pas. Et Donald Trump, bah, il est en train de le briser. En deux, il le brise littéralement en deux. C'est quoi ce modèle? On fabrique en Chine, production en Asie, on design, on réfléchit, on investit dans la R&D aux USA et on va rediriger les flux de bénéfices en Irlande. Vous avez la triade. Les États-Unis, c'est l'innovation, la technologie, le design, la pensée, tout ce que vous voulez. Donc là, vous avez bien une image de Apple. Apple fait fabriquer ses iPhones en Chine et derrière transitent les capitaux de Apple en Irlande, partout dans la planète, mais vous avez compris l'idée. Dans des paradis fiscaux, en fait. Voilà, le modèle mondialiste aujourd'hui qui a été construit et bâti sur les 20 dernières années, qui ont plutôt bien profité à Apple, à Nvidia, à Microsoft, à Facebook, à qui vous voulez, à Tesla si vous voulez. Et donc, honnêtement, vu la direction que Donald Trump est en train de réfléchir à la mondialisation actuelle, c'est une folie pure aujourd'hui de continuer à investir dans Apple, dans Nvidia ou dans les valeurs technologiques. C'est une folie. Je ne dis pas que ça va forcément baisser, je dis juste que ça va avoir beaucoup de mal à monter. En somme, Donald Trump siffle la fin de la récré. Je viens de vous résumer tout son discours d'hier et tout son plan par rapport à cette situation, parce que partir du principe qu'il y aura quand même d'autres choses et d'autres chats à fouetter, parce qu'il a quand même d'autres chats à fouetter, Donald Trump, hormis le fait que ça ne concerne que 10% aujourd'hui de la production du PIB américain par rapport aux tarifs douaniers. Donc on parle de réciprocité, on parle pas de réciprocité. Non, ça va juste faire bouger les lignes et rassurez-vous, tout va bien se réorganiser. Maintenant, on a bien compris qu'il y a quelque chose qu'il fallait faire. Il fallait se protéger. Et de ces annonces, le monde s'est protégé en faisant deux choses. Un, il s'est réfugié, je parle ici des valeurs obligataires américaines, plutôt dans les bons du Trésor américain. Vous le voyez que depuis l'investisseur Donald Trump, depuis tout début janvier, là où il y a eu les tops de marché, vous avez une dégradation assez franche par rapport aux taux obligataires sur le marché secondaire. Quand vous voyez ça tomber, ça veut dire que les bons du coupon, eux, restent équivalents. C'est 4% si vous achetez des obligations à fin échéance 10 ans, par exemple. Bah, ça reste 4%. Et en fait, plus vous avez de demandes sur ce produit obligataire sur les marchés secondaires, plus le taux ici descend. Vous comprenez bien. Donc quand ça baisse, ça veut dire que les gens achètent massivement. Donc on se protège sur les choses qu'on appelle risk-off, moins risqué. Vous avez un deuxième grand secteur, notamment les métaux, qu'on peut qualifier de gold ici, qui depuis janvier, on reprend exactement depuis janvier,
On était sur des points plutôt bas ici, dans une forme de triangle de contraction. On joue plutôt la hausse ici et ça a littéralement explosé. Donc le monde, comme les Américains, alors certains diront oui, c'est normal, c'est parce que Elon Musk est parti à Fort Knox, il a vu qu'il manquait la moitié de l'or. Donc actuellement, les fonderies suisses sont à plein régime, ils travaillent 24 heures sur 24 pour essayer de remettre des lingots d'or chez Fort Knox. On s'en fout en fait, si c'est vrai, si c'est pas vrai. Le constat, c'est que les Américains achètent massivement de l'or pour essayer de garantir une forme de confiance à sa monnaie et à son système économique, et que le monde entier se dirige vers l'or pour pouvoir se protéger, pour pouvoir se couvrir. Donc ça en revient à Bitcoin. Et ça en revient au marché cryptographique, puisque je vous ai promis ici une fenêtre ouverte de plus en plus grande pour avoir des flux financiers sans précédent, non pas de la création monétaire, qu'est-ce qu'on en a à cirer de la création monétaire, mais des flux financiers déjà sur le marché qui vont venir s'engouffrer de façon massive sur le marché crypto. Quand je vous dis massive, c'est pas 100%, c'est pas 50%. On n'en a pas besoin de temps. Vous allez voir de quoi on a besoin et ça va très probablement vous faire sourire. Bitcoin, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est quelque chose que je vous expose depuis les 4 dernières années. C'est tout simplement un outil spéculatif pour les institutionnels. Est-ce qu'aujourd'hui, cet outil spéculatif est arrivé à son paradigme? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que n'importe quel institutionnel sur la planète a la possibilité, de façon plus ou moins facilement, peu importe, consciencieusement, rationnellement parlant, spéculer sur Bitcoin? Il faut mettre une réponse. Bah, la réponse est oui. Les ETF au comptant européens, les ETF au comptant sur BlackRock, notamment à Wall Street. Donc déjà, vous touchez la moitié des flux financiers mondiaux, 50 000 milliards de dollars de capitalisation boursière aux États-Unis, sur 100 000 milliards de dollars de capitalisation mondiale. Grosso modo, si vous avez les ETF au comptant Bitcoin, je peux vous garantir que vous touchez tout le monde en réalité. Donc on a bien compris que les mécanismes d'entrée de flux financiers capitalistiques sur Bitcoin existent. Ils sont là. OK. Donc vous avez un bus ici, vous avez un bateau qui vient d'être construit, on l'a mis à l'eau et on attend qu'il se remplisse. Maintenant, il va falloir donner un prétexte pour qu'il se remplisse. Ben, le prétexte, vous l'avez, hein, c'est hier lors du discours de Donald Trump. Comment vous allez pouvoir garantir de continuer à pouvoir échanger dans la plus pure des régulations et de la légalité si vous n'avez plus réellement le droit d'utiliser le dollar, puisque grosso modo, il a envie de déprécier sa monnaie, si vous ne pouvez pas forcément utiliser l'euro, parce que c'est quand même difficile à refourguer, et si vous n'avez pas la possibilité d'aller chercher vos différentes devises, parce que personne n'a confiance en vos monnaies pourries. Je fais un amalgame, mais vous avez compris. Donc, si vous regardez le franc suisse, bah, il se porte plutôt bien. Bah oui. Ou le yen, le yen, pardon, il se porte plutôt bien. Bon, bah, c'est normal. Toujours été des devises, entre guillemets, de confiance et de réserve. Mais Bitcoin en fait maintenant partie. Et la seule question qu'il va falloir se poser, c'est qu'à quel moment l'étincelle, qui pour moi vient d'être déclenchée pas plus tard qu'hier, va permettre à Bitcoin de passer d'un outil spéculatif à un outil d'assurance. Et ouais, c'est ça, en fait, mon narratif. Donc vous allez passer ici, sur une capitalisation boursière globale aux alentours des 2000 milliards de dollars, parce que très exactement ici, à 110 000 dollars, la capitalisation boursière de Bitcoin valait 2000 milliards de dollars. Les flux capitalistiques mondiaux représentent aujourd'hui, en termes de capitalisation, 100 000 milliards de dollars. Vous prenez très exactement 2%, tel un bon père de famille, ça c'est de la spéculation, vous les mettez dans Bitcoin, on y est. Donc on a le top. Si vous prenez de façon très binaire, très arithmétique. Donc le top y est. Le top de Bitcoin est un outil spéculatif pour institutionnels, vous l'avez. Donc tous ceux qui sont bears aujourd'hui, vous avez raison, vous avez le top de Bitcoin, on n'ira pas plus haut sur Bitcoin et les crypto-monnaies, c'est de la merde. Donc marché baissier, bear market. La seule question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il y a à un moment donné ou pas la possibilité d'enclencher une énergie, une synergie pour faire passer dans les 6 prochains mois Bitcoin dans l'idée que ça devienne une assurance. Que cherche le marché? Le marché cherche uniquement des leviers de croissance. Vous venez de mettre un sacré coup de canif dans le dos des GAFAM. Donald Trump vient d'éclater les GAFAM, en fait. Donc il va bien falloir au marché de trouver de nouveaux leviers de croissance. Les seuls leviers de croissance que je vois à très court terme, c'est dans le marché crypto. Et ça commencera par Bitcoin, avec un narratif que ça devienne une réserve de confiance. Pas une réserve mondiale, pas une réserve de capitaux, pas une réserve de confiance. Si vous n'avez plus la possibilité d'investir massivement
dans des devises. Et si le gold, qui est à son plus haut, on peut toujours l'utiliser, ça sera toujours plus de 20 000 milliards de dollars de capitalisation au l'heure où je vous parle. Mais partez du principe que Bitcoin est quand même largement mieux d'un point de vue capitalistique, technique, résilient, efficient par rapport au gold. Je vous mets au défi d'envoyer 1 kilo d'or à votre pote ou à une entreprise qui aimerait être payée. Enfin, vous avez compris un peu l'idée, on ne va pas refaire l'histoire. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si vous commencez à avoir cet enclenchement, et cet enclenchement, je l'attends. Moi, il me sera donné sur les plus petites time frames si on vient à breaker notamment cette trendline, qu'on a tenté de le faire d'ailleurs hier. Donc, c'est ça qui est important, c'est qu'on a donné quelque chose hier qui finalement a été rejeté. Donc, il ne s'est rien passé en fait hier, hein, d'accord? On est arrivé au point A, on revient au point B, terminé. Derrière, si on commence à breaker et qu'on commence à voir et à entendre des voix, des entreprises qui redirigent des flux, notamment sur Bitcoin d'abord, et on ne parle pas forcément des ETF ici, parce qu'on parle réellement de Bitcoin, et qu'on vient à casser cette traîne, et puis on commence à arriver aux gens des 162 000 dollars, il faut tout simplement que le sentiment soit plutôt baissier ici, puisque rien ne doit changer entre aujourd'hui et dans un mois. Rien ne doit changer. Et rien, vous savez quoi? Rien ne changera, hormis le cours. Haut, bas, peu importe. Mais rien ne doit changer en termes de narratif. On ne doit pas avoir de nouveaux narratifs. Pourquoi? Parce que les opportunités se créent dans le déni et les paradigmes se créent dans le pourquoi. Pourquoi Bitcoin est arrivé à 200 000 dollars? Parce que le monde a pris parti pour dire que Bitcoin était bel et bien une assurance, une réserve de valeur, qui permet de fluidifier et de faciliter les flux financiers mondiaux. Échapper à des sanctions, échapper à des douanes, échapper à tout ce que vous voulez. Avoir une nouvelle martingale qui est en train d'être brisée littéralement entre on produit en Chine, on invente aux USA et on dirige les capitaux en Irlande. Si vous comprenez bien que la cible, c'est ça. Alors, je dis Irlande, mais les paradis fiscaux. Si vous comprenez bien que les paradis fiscaux deviennent une cible pour les États-Unis, une cible pour l'ordre mondial. Le seul échappatoire cohérent, ce sont les crypto-monnaies. Il n'y a que ça qui permet de continuer à jouer, entre guillemets, avec les règles, si vous voulez. Et ça commence à être de plus en plus régulé. On commence par les stablecoins. On a légitimé en tant que commodities Bitcoin. Donc les flux vont arriver dans Bitcoin. Mais que se passe-t-il? Parce qu'on est en train de m'expliquer que Hermès, t'as rien compris, nos cryptoactifs est en train de mourir, etc. Mais là, vous touchez donc à la psychologie. Je vous prends un exemple très concret. Vous voyez ceci. Mais derrière, vous voyez vos crypto-monnaies ne pas forcément rebondir très très fort. Il y aura des exceptions. Vous prenez vos cryptos, il y en aura peut-être une ou deux dans votre portefeuille qui va faire plus 50%, plus 100%, peut-être plus de 100%. Vous prenez l'exemple de Compound, pas plus tard qu'il y a 48 heures, le machin, il a poussé 160%, et puis il est retombé à plus 18% dans la journée. Il y aura toujours des exceptions, des prises de liquidité. Il y a des gens qui jouent sur ce marché. Mais il y a quelque chose de psychologique qui va se passer. Et c'est là où je vous explique que la nouvelle majorité va arriver. Bitcoin monte toujours en premier parce que les investisseurs institutionnels, les gouvernements, les gros portefeuilles cherchent une valeur refuge, un actif non corrélé, surtout en cas d'une crise promise. Une fois Bitcoin qui va se consolider, soit ici, soit faire de nouveaux plus hauts, aux alentours des 120 130 000 dollars, vous avez ce qu'on appelle un déclencheur d'effet spéculatif. Les portefeuilles vont directement s'élargir, les arbitrages vont se mettre en défaveur de Bitcoin. Puisque vous avez gagné sur Bitcoin, maintenant il va falloir aller faire de l'arbitrage pour essayer de gagner encore plus de pognon. Et là, vous allez retrouver les narratifs d'antan. L'IA, les RWA, le DePIN, les IR2, ce que vous voulez, pourquoi pas les NFT et pourquoi pas les mêmes coins. Et vous avez donc un mécanisme symétrique ou asymétrique sectoriel de rotation de liquidité. En un mot, je vous l'explique, Bitcoin trop cher. Donc, je vais aller chercher des cryptos moins chers, qui sont, elles, dans un bon trend, avec une visibilité. Ah, bah c'est sûr qu'on va aller chercher ça. Ah, bah c'est sûr qu'on va aller chercher comme Bitcoin, parce que Bitcoin, il était là. Maintenant, Bitcoin, il est là, alors que Ethereum, il est là. Donc, on va aller chercher ça. Et vous avez donc un effet rotatif très psychologique. Vous ajoutez du FOMO, vous élargissez votre écosystème cryptographique qui stimule un effet autoréalisateur d'un FOMO généralisé, le halt saison. Et on ressortira les BRC20, on ressortira les runes, on ressortira tout ce que vous voulez. On va essayer ici, à travers Bitcoin, si je ne me trompe pas, de créer artificiellement un effet de richesse. Donc les portefeuilles vont grossir, les holders vont avoir de l'appétence,
toujours les certitudes qui se transforment en cupidité, qui va artificiellement, sur le marché crypto, augmenter le risque, tout simplement. Qui sera le prochain Bitcoin? Qui sera le prochain Ethereum? Qui sera le prochain Solana? Qui sera le prochain à faire x100? Et dans ce cas très précis, quand vous allez le vivre, donc moi je l'anticipe, j'ai décidé de le jouer. Vous allez voir très exactement des crypto-monnaies qui avaient fait exactement la même chose au cycle précédent. Je vais vous parler de VRA. Vous vous rappelez de Veracity? VRA. Je vous le donne ici. C'est exactement un modèle que de la psychologie. Pourquoi je vous dis que de la psychologie? Parce que bah, VRA, vous le mettez à la poubelle. Je suis désolé pour ceux qui en ont. Mais vous prenez ici aux alentours des 0,005, le machin il explose et maintenant il se retrouve à 0,0008. Retour à la case départ. Ok, mais prenons juste le modèle psychologique de comment cette crypto-monnaie a réagi par rapport au cycle précédent, qui finalement n'est pas différent. L'effet de FOMO, je parle ici. Donc là, on ne le voit pas, le FOMO, mais vous allez le voir. Peut-être que ça va vous rassurer. À peut-être garder ou non vos crypto-monnaies. Vous faites comme vous voulez. Je le prends très exactement ici. Est-ce que ça donne franchement envie d'acheter une crypto qui est à peu près là-dedans, là? Ici. Voilà, on est exactement là. Vous aviez un nouveau plus haut, vous avez un range. Je vous reformule le marché crypto Veracity, c'est exactement ça en fait, hein. Vous êtes en train de mourir, vous arrivez en mars 2020, puis vous allez chercher un nouveau plus haut. Ethereum a fait son nouveau plus haut, puis il a fait de nouveaux plus bas, il a cassé ses supports, puis il fait un petit rebond et on essaye de trouver une forme de directionnel ici, avec une résolution baissière. Donc je vous le montre par rapport à Crypto Rother, vous avez la même chose, c'est pas différent. Voilà, vous avez exactement pareil. Vous avez une augmentation, vous avez un range, vous avez 2 espèces de trucs qui sont en train de tenter de nous montrer une forme de directionnel, mais bon, le sentiment dans les chaussettes, on peut le retrouver ici, on fait un petit clin d'œil, actuellement à 24. C'est plutôt positif pour essayer d'espérer un rebond jusqu'à preuve du contraire et quand on sera dans l'extreme grid, c'est alors ah oui, je vous explique un truc très simple. Si vous voulez counter, la seule solution de counter ce truc-là, donc ça veut dire d'essayer de le traduire en votre avantage, c'est que vous devez avoir un consensus et une représentation. Le consensus, c'est quoi? Et à chaque fois que vous avez le consensus et le fear and greed qui corrèlent, ça va à l'opposé. Donc je suis à peu près convaincu, je ne peux pas dire certain parce que c'est un gros mot, mais je suis très proche d'une certitude de dire que le marché va se retourner maintenant, quoi, ou de façon assez imminente. On va pas aller beaucoup plus bas, si vous voulez. Pourquoi? Parce que vous avez un consensus qui est plutôt baissier ici, même si on a encore de l'espoir, mais on se fait insulter. Et derrière, vous avez un fear and greed qui s'est quand même fortement dans le fear. Donc, le marché se retourne. Ici, vous avez la même chose. Vous reprenez par rapport à novembre, décembre 2024, vous avez un fear qui est assez exacerbé et vous avez un consensus qui est exacerbé. Donc, vous avez le marché qui se retourne. Ici, vous avez la même chose. Vous avez un consensus qui est plutôt propre, plutôt baissier. On veut aller chercher plus bas. Vous avez des martingales, enfin des vendettas, notamment côté Gary Gensler. Vous avez un sentiment qui est plutôt baissier, donc le marché se retourne. Et vous avez la même chose ici. Vous avez plutôt dans le grid, vous avez une explosion haussière, vous avez les ETF qui vont arriver, vous avez les ETF qui sont déjà arrivés avec des flux haussiers qui sont complètement fous. Donc le marché se retourne. Et tant que vous avez en fait ce consensus qui est corrélé par rapport au fear and greed, ça marche. À quel moment nous avons des directionnels? Puisque jusqu'à preuve du contraire, nous sommes dans un range actuellement, notamment sur le crypto total. C'est lorsque vous avez un grid plutôt pas forcément allez, extrême au niveau de la représentation de l'outil sur Twitter, etc., mais que vous avez un consensus qui nous explique que c'est un Denkan. Bon, donc vous avez la possibilité d'acheter plus bas, ou moi je prendrai des profits, ou moi je prendrai un short de couverture. Donc vous avez bel et bien une digression entre l'extrême grid et ce que les gens jouent, perçoivent. Et c'est là où on a des résolutions. Donc c'est la raison pour laquelle je pense qu'on n'ira pas beaucoup plus bas, puisqu'on est d'accord pour que ça aille plus bas et il y a du fear. Donc ça n'ira pas plus bas. Je reviens par rapport à VRA pour vous montrer ça. Est-ce que ça, vous le jouez? Bah, c'est super dur en fait à jouer. On est exactement là. Bon, derrière, ça se retourne et on vient chercher le nouveau plus haut. Et vous voyez qu'on est en février, mars, là, à peu près 2021. Et on continue, on continue, on continue. C'est complètement fou. Et là, on est dans le déni, hein. Là, ce n'est pas possible que ça aille plus haut. Là, je suis en février-mars. Je vous le dis, ce n'est pas possible que ça aille plus haut. Vous prenez Solana, vous prenez VRA, vous prenez Ethereum, vous prenez ADA, vous prenez toutes les cryptos que vous voulez et vous reprenez des vidéos. Je vous mets au défi d'aller regarder des vidéos de février-mars 2021. On ira chercher plus bas. Nous sommes probablement sur un top de marché. C'est très probablement machin. Et on s'était mangé du moins 40, moins 50% sur pas mal de nos crypto-monnaies préférées. Boucherie, quoi. Donc vous le prenez comme ça. Et derrière, le truc, il explose littéralement.
Mais littéralement, mais littéralement, mais littéralement. Et là, vous vous dites: «OK, il y a un truc qui vient de se passer. Si je prends ma petite crypto pépite» et tant mieux si vous l'avez actuellement dans votre portefeuille, prenez-le dans ce cas de figure-là. Je vais juste prendre ça, je ne sais plus où est-ce que c'est. Mince, il est là. OK, je le prends pile au milieu sur un espèce de point pivot, d'accord? Le truc un peu au milieu, je prends pas les bottoms, je prends pas les tops, je prends vraiment le point pivot parce qu'on est à peu près au milieu de la merde là actuellement. On est sur des points pivots, on est sur des machins. OK, je le prends exactement là. Vous avez donc très exactement ici fait bien quand même. C'est quand même pas mal ce que vous avez fait. Un bon petit, 6 000, ça fait un bon petit fois 60 quoi. On le prend, on le garde, bear market, c'est terminé, c'est la fin du monde. Que nenni, que nenni. Et on est très exactement dans ce cas de figure ici où il y a eu le bear market, on est donc dans le death belief. Je reprends pas la vidéo qu'on a fait notamment, qu'on est des pigeons et cetera, mais c'est exactement ça. Le marché n'ira pas plus haut, le marché corrige, le marché va finir à zéro, le marché va c'est terminé, il y aura pas de bull run. Oui, mais si, puisque le machin, il réexplose derrière. Et si vous tenez vos positions, si vous ne prenez pas de profit parce que vous êtes des gagnants, vous ne pouvez pas vendre ici et vous avez fait fois 100. Et donc, je pense qu'on est très exactement dans un cas émotionnel assez similaire à ce qu'on avait vécu ici. Ou ici, où vous comprenez que c'est pas différent. Et là, vous allez me dire, ouais, mais il y avait beaucoup de liquidités qui étaient revenues. Alors, si vous voulez avoir le montant de la liquidité qui a été injectée sur le marché mondial qui est revenu dans les cryptos, vous allez pleurer de rire. C'est que dalle. Que dalle. On a augmenté de la terre américaine de 20 000 milliards de dollars. Je peux vous garantir qu'il n'y a pas 10 000 milliards de dollars qui sont rentrés sur les marchés crypto. Ça, c'est du bullshit d'attendre ça. Et pour tous ceux d'ailleurs qui le pensent, et j'ai pas envie d'être contrarien par rapport à votre propre billet de représentation, je vais vous faire une seule préconisation. Si vous voulez vous réinvestir sur les marchés financiers, la seule chose que vous devez attendre, c'est un plateau. Là, c'était vous reprenez très exactement mars 2020, bottom. Vous reprenez très exactement ici, en 2009, juin 2009, juillet 2009, bottom. Vous attendez des crises, vous attendez d'avoir tué l'intégralité de tous les espoirs et vous investissez uniquement quand il y a des plateaux, je dis bien des plateaux sur les taux de la Fed. Les points bas. Le consensus a dit c'est le point bas, c'est terminé. On sera à 1% et on restera à 1%. On est à 2% et on restera à 2%. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Attendez ça. Bon, bah, attendez ça alors en 2003, par exemple, ou attendez ça, par exemple, en 2002, par exemple. Parce que vous voyez bien que ici, si on joue les bulles, on était bien dans une forte dégradation au niveau des taux. C'était compliqué. Attention, la récession, c'est super dur, c'est super tout ce que vous voulez. Est-ce que vous le jouez, est-ce que vous le jouez pas? Ici, vous aviez des taux qui montent, donc vous attendez réellement le plateau, hein, d'accord? Donc moi, je pense qu'on est par là, sur le marché crypto. Je vous montre pourquoi. Et ça se met en évi j'aurais pu faire un live de ce truc-là. Ça fait 27 minutes que je vous baratine, c'est incroyable. J'espère que je vous aide et j'espère que vous me suivez, mais je sais que c'est difficile. Je pense qu'on est très exactement ici. On a une forme de plateau, une anticipation de remontée des taux et on vise un crash, en fait. Donc si vous ne voulez pas jouer ça, écoutez-moi bien, si vous ne voulez pas jouer ça sur les crypto-monnaies, je pense que c'est le dernier avant des années et des années et des années, attendez ça alors. Rassurez-vous, on l'aura. Peut-être pas cette année, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 3 ans. Un plateau au niveau des taux. Mais ne jouez pas ça. Donc je vais vous montrer très exactement ce que c'est ça. L'anticipation de remontée des taux de la Fed. Avec une inflation forte, avec une inflation qui remonte. Vous voyez, on était à 1,46 et on est remonté jusqu'à 3,6% au niveau de l'inflation. Tout ce qu'on ne veut pas voir aujourd'hui. On se remet sur le Nasdaq, très exactement en avril 1999 ou aux alentours de novembre, décembre, janvier 1999. Et je vais vous montrer ce qu'on joue en fait sur les marchés crypto. C'est ça. Une rotation des capitaux. D'aller chercher de nouveaux leviers de croissance. Et vous pouvez reprendre n'importe quelle, peut-être pas vidéo, c'était compliqué de regarder des vidéos YouTube en 1999. Mais regardez le consensus au niveau des marchés financiers, notamment indiciels, en octobre, novembre, décembre, février, mars 1999. Bah ouais, il y avait des corrections, et des grosses corrections, attention, hein, des corrections d'au moins 13%. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre là? Ouais, on est en train de vivre des corrections d'au moins 10-12%. Mais c'est ça qu'on joue en fait au niveau des marchés crypto. Une bulle. Voilà. Et on est exactement dans la même situation que 1999 par rapport à ce qu'on est en train de nous vendre actuellement. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de 2000? Ah, c'est assez intéressant. On revient sur le début de la vidéo. On a modifié l'ordre mondial.
Qui en a principalement profité? Qui a vu tout de suite l'intérêt dans cette triade démoniaque entre Europe pour les flux de capitaux ou entre guillemets, hein, puis la Chine pour la production et l'invention pour les Américains? Bah, le marché tech. On a bien appelé ça la bulle des dot-com, qui est bien venue d'un avant et d'un après, un nouvel ordre mondial. Donc qu'est-ce qu'il est en train de faire Donald Trump? Il est en train de proposer, je sais pas quel mot utiliser, en train de provoquer la volonté d'un American Force pour redéfinir un ordre mondial. Si vous trouvez autre chose aujourd'hui pour basculer d'un monde d'avant à un monde d'après qu'on doit jouer et que les marchés, s'ils le comprennent, vont le jouer comme jamais ils l'ont joué, donc on va créer des bulles, bien évidemment. On se remet très exactement ici, sur Other, et vous avez compris ce qu'on joue. L'explosion, un bull run, un hell season, parce qu'on est en train de jouer le monde d'après. Donc ce que vous voyez là, c'est peut-être dans les 5, 6, 7 prochains mois, l'expression d'un monde d'après. Bitcoin est devenu une assurance, Bitcoin est adopté, de plus en plus de pays l'achètent, c'est la vidéo d'hier. Pauvre fou, pauvre gueux, pendant que les institutions achètent des bitcoins, c'est pas moi qui le dis, c'est ici 218 millions de dollars de bitcoins qui ont été achetés. BlackRock a lâché, mais tous les autres se sont explosés dessus. Donc si Ark Invest, si Cathy Wood explique que c'est peut-être le bon moment, j'en sais rien si elle a raison ou tort, mais bon, qu'est-ce que je m'en fous de toute manière? Je me dis juste qu'à un moment donné, il y a des trucs qui collent pas, quoi. Alors ouais, c'était une opportunité pour essayer de placer des gros ordres. Bon, bah, partait du principe que le retail ou le monde entier voulait vendre. C'était la pire journée pour acheter. Censé de constater qu'on a plutôt bien tenu. Voilà, et que Bitcoin n'a pas perdu 30 ou 40%. Voilà. Alors je dis pas qu'il n'y a pas eu de la volatilité. J'ai juste que je serai patient. Je me raccroche à la technique personnellement, mais je pense qu'on est en train de jouer ça. Et je joue ça. Et tout ce que je vais vous dire à partir de maintenant jusqu'aux 6 prochains mois, c'est des petites cases qu'on va cocher. Ah, les ETF au comptant Ethereum pour avoir du yield, bah, vient d'être validé. Oh, bah tiens, Solana, il a 90% de chance d'avoir son ETF. Oh, vous avez vu hier, il y a BNB qui a fait un dépôt via Valkyrie pour un ETF. BNB, c'est génial. Et puis, on fera des notices accélérées pour avoir du yield tout de suite sur du BNB, sur du Solana ou tout ce que vous voulez. Et puis, bah, ça va continuer à se construire. Ça va continuer à jaillir. Ça va continuer à exister. Maintenant, se mettre tête baissée dans des toutes petites cryptographies qui aujourd'hui ne tiennent que par rapport à une communauté désabusée et désemparée, bah, il va falloir tenir franchement bon, quoi. Donc c'est même plus de l'espoir là, et vous êtes en plein milieu de la mer, vous êtes sur un bouée de sauvetage là et vous attendez, vous regardez au très, très loin et vous pensez voir un espèce de palmier sur une plage, quoi. Et vous savez pas si c'est juste une toute petite plage où il y a rien à bouffer dessus, quoi. Donc faites comme vous le sentez, faites comme vous le voulez. C'est la raison pour laquelle j'ai fait ce pivot, moi, il y a un peu plus d'un mois maintenant, pour aller me diriger vers les grosses crypto-monnaies supérieures à 1 milliard de dollars de capitalisation, qui a un tant soit un peu la possibilité, si ça venait à se confirmer, d'être institutionnalisable. Rien de plus. Rien de moins. Voilà ce que je joue. Voilà ce que je vois. Maintenant, c'est difficile à croire, je suis d'accord, mais vous avez ce que j'attends. Donc je reste haussier, je reste très haussier. Euh, Si peu de gens vous expliquent ça, bah, tant mieux. Généralement, c'est plutôt les gens qui sont un peu en marge qui finalement, et disent tout peut-être et son contraire, vous avez raison, bah, qu'on est sur le bon chemin. Moi, je le joue. Je vous retrouve demain pour le live des rois du bitcoin. Pensez à ce que je vous ai dit. Pensez à essayer d'y travailler une narration et on pourra comme ça, en discuter demain sur le live avec grand plaisir. Ciao, ciao.